c'est le Rwanda. Mais en réalité, c'est les États-Unis. Pourquoi on doit aller par 4 chemins? Donc on peut dire que les États-Unis jouent le double jeu? Non, ils ne jouent pas le double jeu. Pendant 30 ans, nos minéraux qui sortent, c'est sûr. Non, parler du Rwanda comme un problème, non. Le Rwanda, c'est un enfant du quartier qu'on l'envoie te provoquer par des grands. Parce que nous autres, nous circulons dans le monde. Parler seulement que la RDC pleure parce que le Rwanda l'a giflé. C'est même gênant. Les gens ne comprennent même pas. Pour écrire même le nom du Rwanda dans la carte de l'Afrique, on doit l'écrire au Congo parce que c'est trop petit. Non, le Rwanda a des vieux du quartier derrière. Et la tête de ces vieux du quartier là, c'est les États-Unis. Laissez-moi vous dire ça, c'est pas ça. En réalité, nous avons perdu notre leadership. C'est les Zaïre qui menaient l'Afrique. C'est les Zaïre qui, je dirais même, géraient ou coordonnaient. En fait, ce qui s'est passé à la fin des règles de Mobutu, c'est ce qui nous a permis de comprendre qui on était comme République du Zaïre. Et lui, il savait. C'est comme ça qu'il gérait les Rwanda, les Burundi, Kosovo. Il savait qu'il y avait du fait. Et il avait sa façon de les gérer. Avec une méthode de nos cultures. Parce que dans notre culture, pour chercher la paix avec un autre éclat voisin, on s'est marié. Le choix d'aller directement vers les États-Unis, c'est un bon choix. Ça, je peux vous le confirmer parce que je viens de vous le dire, géostratégiquement dans notre pays, il faut être en bon terme avec les Belges et les Américains. Je vais vous dire deux choses que vous allez comprendre dès le départ comment est-ce qu'on a été détourné. Nous sommes allés demander aux Américains, négocier aux Américains l'échange minéré contre les armes. C'est comme ça que ce dossier a commencé. Lorsque la guerre était au point chaud, la rébellion pouvait aller plus loin. Le chef est allé négocier minerai contre les armes. C'est comme ça que ça a commencé. Si les gens sont en majorité avec mon avis, on change notre itinéraire. Et pour les changer, c'est par la loi fondamentale. On change la constitution. On ne les change pas parce que nous sommes en guerre, parce que nous sommes contre tel, parce qu'il y a par rapport à 2 ou 3 articles. Non, moi je suis pour qu'on change par rapport au développement de la République. Le besoin du développement. Le besoin du développement, je suis d'accord parce que moi je connais nos points de faiblesse. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique du Congo. Au cœur de la ville de Kinshasa, le prestigieux hôtel New Pacific a ouvert officiellement ses portes dans une cérémonie inaugurale. La crise internationale, États-Unis d'Amérique, Israël, Iran. La nouvelle configuration de l'ordre mondial se dessine. Est-ce que la RDC joue-t-elle une partition ou elle se positionne comme élément incontournable dans cette crise? Est-ce que nous pouvons associer la République démocratique du Congo dans cette reconfiguration mondiale? Pourquoi la rébellion en République démocratique du Congo continue à faire ravage malgré les accords, malgré les tentatives qui se peaufinent au niveau national, international? Est-ce que le dialogue politique est-il opportun en ce net moment? Le changement de la Constitution, révision constitutionnelle ou réforme constitutionnelle sont-elles des concepts ou doivent être vécus dans la vie politique de notre pays? Ce sont là les grandes lignes qui vont
émailler, dessiner notre émission d'aujourd'hui. Sur ce plateau, nous avons reçu le docteur Gilus Elumba. Il est coach professionnel, il est docteur en médecine, il est dans beaucoup de choses. Il est expert en politique, en histoire, en management, en leadership. Bref, il est scientifique sur ce plateau. Avec lui, nous allons essayer de réfléchir sur toutes ces questions-là. Coach Julius, bonsoir. Bonsoir, Jean Sikimba. Comment vous allez? Est-ce que vous vous portez bien? Ça fait longtemps. Je vais merveilleusement bien. Tout va très bien, je suis là. J'avais pris un peu de congé pour profiter, même si j'étais en congé, mais j'ai encore été dans des formations. J'ai profité pour apprendre, finaliser des formations que j'avais déjà commencées et apprendre encore de nouveau. Okay. Maintenant, là, j'ai une certification internationale reconnue au niveau de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne comme coach professionnel, surtout en matière d'entrepreneuriat pour booster le capital humain, les performances de l'homme dans l'entreprise. Et j'ai appris aussi beaucoup de choses. Je suis là, maintenant, je suis revenu pour m'occuper de tout le monde. Vous êtes un écrivain, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, de La chenille en papillon, un ouvrage qui m'a émerveillé, qui m'a même donné beaucoup d'éléments sur ce que je suis. Il y a un autre ouvrage que vous avez écrit, le langage axé, c'est d'ailleurs le dernier ouvrage que vous venez de publier, le langage axé sur les résultats. Vous avez écrit sur la carte mentale du chef de l'État. Vous avez écrit sur beaucoup de choses, la sophrologie, et je crois que vous avez encore un autre ouvrage. L'autre fois, vous m'avez dit, vous êtes en train de rédiger. Mais comment vous voyez la vie en RDC, l'appréciation générale de la RDC sur le plan interne, externe? Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre lecture? Bon, merci beaucoup. Ma lecture au niveau de l'appréciation de la RDC comme un État, comme un pays, comme un peuple, je crois qu'au niveau interne d'abord, il y a un dynamisme de développement. Parce que nous commençons à peu près notre développement ou notre organisation depuis l'indépendance, même si nous avons existé avant, mais officiellement, l'État commence à partir de 1960. Nous avons connu plusieurs expériences. Nous ne sommes pas ce que nous étions avant l'indépendance. Nous ne sommes pas ce que nous étions après l'indépendance. C'est qu'il y a quand même un dynamisme. Mais dans ce dynamisme-là, en grande partie, tout n'évolue pas comme serait un pays qui a des ambitions de l'émergence. Parce que je vais vous donner deux exemples. La Corée du Sud, avant 1980, était un pays pauvre. La Chine, dans les années 70, les gens mouraient de faim. Et aujourd'hui, la Chine, c'est la plus grande puissance économique du monde. Ça, je peux vous le confirmer. C'est-à-dire que nous sommes dans un dynamisme, mais les résultats ne corroborent pas à ce que nous devrions être, à ce que nous devrions faire. Apparemment, pour moi, nous sommes un peu distraits en interne parce que nous ne nous adaptons pas aux théories de la démocratie. La démocratie, pour moi, n'est pas liée au développement. Je viens de vous citer la Corée du Sud et la Chine comme des exemples. La Chine est premier mondial aujourd'hui en économie. La Chine a des réserves d'argent d'or qui dépassent tous les autres pays. Même les États-Unis. Même les États-Unis, je vous dis. Les sociétés américaines sont en Chine aujourd'hui. Les chapeaux que Donald Trump porte, c'est fabriqué en Chine. Et là, on montre ça des entreprises là-bas. Les Tesla, là, on les fabrique en Chine. Même Donald Trump. C'est pour vous dire que la démocratie, pour moi, je prends ça dans le sens de l'organisation de la société. Mais le développement, il faudrait intégrer des paramètres adaptés à chaque milieu, à chaque civilisation, à chaque mentalité. Pourquoi je le dis? Si je rentre un peu en arrière, je commence par exemple, à l'époque de Kasavubu et Lumumba, et ils étaient encore dans la turbulence d'un pays qui vient d'avoir l'indépendance.
moi, je ne suis pas trop rigoureux avec eux. Mais à l'époque de Mobutu, lorsque le feu Mobutu va passer à la zaïanisation, démocratiquement, aujourd'hui, on peut lui reprocher. Mais il s'est référé à notre culture. Dans notre culture à nous, même dans nos familles, on est contredit par les chefs. Il n'y a pas même des élections. Il n'y a pas d'élection d'un chef de famille, d'un chef de village, dans notre culture. Et lorsque quelqu'un... Parce que c'est ça notre base de vie, la famille, les clans. Et il n'y a pas de démocratie dans ça. Bon, peut-être qu'il y a une autre démocratie, mais c'est très important. C'est pour ça que je vous dis qu'en interne, nous n'évoluons pas. Il y a ce dynamisme, mais nous n'évoluons pas. En politique, c'est Vous êtes parmi ceux qui pensent qu'il faut basculer vers... revenir vers la zaïanisation ou vous voulez qu'on bascule à la 4e République? Parce que là, ce sont des messages subliminaux que vous envoyez. Bon, pour ne pas anticiper, les schémas que nous apprêtons là aujourd'hui, que nous avons depuis l'indépendance, le développement de démocratie, va nous amener nulle part. D'abord, ça n'a amené aucun pays quelque part en Afrique. Il n'y a aucun pays que vous pouvez me citer qui, grâce à la démocratie, ils sont maintenant bien classés mondialement, on peut parler d'eux. Ils ont utilisé d'autres voies qui existent et nous sommes libres de réfléchir sur ça. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple de la Corée du Sud et de la Chine. Il y en a plusieurs, mais je commence par là. Je peux même revenir avec l'Afrique du Sud. Parce que ce qui s'est passé en Afrique du Sud, au départ, c'était pour la démocratie. C'était un consensus, c'était un arrangement que Mandela a fait avec les groupes de Peter Botha et les Blancs. Ils se sont arrangés. C'est vraiment la personne qui est sortie de la prison, ce n'est pas le Mandela qui est entré en prison. Il s'est passé beaucoup de choses, peut-être une autre fois on va en parler. C'est que je reviens sur ça, je suis d'accord. Il faut qu'à un moment donné, nous analysons notre situation avec nos propres repères pour décider s'il faut continuer sur cette voie. Mais moi, je suis déjà d'avis qu'il faut changer. Avant, je me disais, non, tu vois, la démocratie, les droits de l'homme et consorts, non, ça ne nous amène nulle part. La Chine a toujours été critiquée pour les droits de l'homme. Aujourd'hui, personne n'en parle. La Chine est première au monde. Je vous dis, j'ai des preuves, j'étais là. Coach, nous allons avancer. Solutions. nous allons avancer. Vous avez parlé de l'appréciation interne, mais il y a aussi l'appréciation au niveau africain, au niveau régional, international. Rapidement, avant qu'on entre dans... Bon, au niveau régional, en réalité, nous avons perdu notre leadership. C'est les Zaïre qui menaient l'Afrique centrale. C'est les Zaïre qui, je dirais même, géraient ou coordonnaient. En fait, ce qui s'est passé à la fin des règnes de Mobutu, c'est ce qui nous a permis de comprendre qui on était comme République du Zaïre. Et lui, il savait. C'est comme ça qu'il gérait les Rwandais, les Burundi et consorts. Il savait qu'il y avait du fait. Et il avait sa façon de les gérer. Avec une méthode de nos cultures. Parce que dans notre culture, pour chercher la paix avec un autre clan voisin, on s'est marié. Les chefs coutumiers organisés. Moi, je suis un enfant des chefs coutumiers. Mon père, son père était chef coutumier. Ma mère, son père était chef coutumier. Je connais comment est-ce que les choses s'organisent. Et Mobutu avait aussi cette philosophie-là. Et ça lui a permis d'avoir des tentacules partout et de co-gérer tout le monde. Mais lorsqu'il est parti, on a compris qu'on a perdu ça. Aujourd'hui, on ne gère presque aucun pays. On n'a même pas de mots à dire dans ce qui se passe. On ne fait même pas de déclarations sur ce qui se passe dans d'autres pays. C'est parce qu'on est devenu encore beaucoup plus faible. C'est que nous devons réfléchir encore comment reprendre les flambeaux. Malgré que le chef de l'État a été président de l'Union africaine, il est tout le temps... en tête de plusieurs structures internationales africaines. Bon, je ne vais pas vous décevoir. Moi, je suis un expert en planification des projets. C'est que je suis un expert en gestion axée sur les résultats. La vie, ce n'est pas les discours, les positionnements. C'est les résultats. Je viens de vous parler de la Chine et de la Corée du Sud. Non, on a été à l'Union africaine, Afrique centrale, oui, mais les résultats. La vie, il faut donner des résultats. Chiffrés, mesurables, vérifiables. Ça, c'est des dispositions politiques, protocolaires. D'accord, mais ça nous aide à quoi? C'est que ça, je vais revenir. Du point de vue de l'Afrique, nous continuons à jouer ce rôle-là au niveau de l'Afrique parce que nous sommes un grand pays, un grand peuple avec plus de 100 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous ignorer.
chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on doit parler du Congo, on est au centre et on a un rôle à jouer avec des peuples qui sont dynamiques dans plusieurs domaines. Il y a le sport, il y a la culture, il y a la science, c'est que on ne peut pas être ignoré dans le développement de l'Afrique. C'est même pour ça que les grandes puissances s'intéressent au Congo. Bon, ça a toujours été depuis qu'ils ont découvert l'Afrique et le Congo, ils ont toujours été intéressés. Coach, nous allons parler de la politique américaine qui, on ne sait pas dire, ça commence à changer ou ça se modifie parce qu'on sent la touche de Donald Trump qui amène la politique étrangère des États-Unis, essentiellement économique. Actuellement, ce n'est plus vraiment trop politique, mais plus économique. Par rapport à ça, il y a la guerre entre la coalition États-Unis et Israël qui attaque l'Iran. Et l'Iran qui est allié des Chinois, des Russes, ils ne se cachent plus. Ils sont en train d'assumer qu'ils sont vraiment là pour soutenir. J'ai même suivi le président russe qui dit ils ont un partenariat sur le plan militaire avec l'Iran. Est-ce que vous ne craignez pas que cette guerre se généralise et qu'on quitte l'Iran pour venir en Afrique? Parce qu'il s'agit de projets nucléaires et ces matières qu'ils ont besoin, une grande partie provient de la RDC. Comment vous pouvez faire jauger cette crise par rapport à la RDC? Bon. Je vous donne vraiment le temps pour expliquer rapidement. Je vais commencer par les États-Unis, comme vous avez dit. En fait, les États-Unis ont deux façons de se comporter. Il y a d'abord la politique de base des États-Unis. Ça n'a rien à voir avec un président de la République. C'est une grande puissance. Il y a des intérêts américains qui sont protégés. Même si le président fait des dérapages, ils vont les rappeler. Ça, c'est vraiment, c'est comme ça que les États-Unis fonctionnent. Et puis, il y a le leadership du président qui a son mandat, qui a ses promesses électorales et qui tient à les manifester. Surtout que, par exemple, là, nous courons vers les élections mi-mandat et ça fait partie des calculs. Donald Trump, il y a d'abord, comme je dis, les intérêts économiques. Mais derrière ça, il y a aussi les intérêts sécuritaires. C'est-à-dire, par exemple, le dossier des migrants. Les migrants dont Donald Trump parle, ce sont des migrants qui nuisent à l'économie des États-Unis et à la santé des Américains. Des gens qui vendent la drogue, des violeurs, des criminels. Ce n'est pas tous les migrants. Non, si vous êtes migrant illégal aux États-Unis, si c'est par rapport au papier, ce n'est pas très grave que si vous êtes impliqué dans ce qu'eux, ils ont comme problème. C'est ça, en fait, son raisonnement. Mais revenons dans l'économie. Les attaques qu'il fait, Donald Trump a comme cible. Je tiens à vous le dire. Moi, je suis un négociateur stratégique, professionnel, formé. Depuis 2000, dans les années 2010, c'est pas aujourd'hui. Je suis un grand analyste. Tout ce que Donald Trump fait, ça s'adresse aux Chinois. Sa cible principale, c'est la Chine. Okay. Maintenant, il ne veut pas d'abord un affrontement direct. C'est ça sa stratégie. Il ne veut pas un affrontement direct. Il veut réduire les ambitions de la Chine, couper les lieux d'approvisionnement, les lieux de vente pour les mettre en difficulté. Maintenant, là, Donald Trump sait qu'il ne peut pas bloquer la Chine. Parce que la Chine a tellement de tentacules dans le monde partout. L'Europe, si l'OTAN, la partie de l'Europe a du mal à suivre Donald Trump, c'est parce qu'ils dépendent aussi de la Chine. Ils ont des dettes en Chine, ces gens. C'est pour ça que Donald Trump cherche à mettre la Chine en stagnation ou les bloquer, le temps que les États-Unis puissent se récupérer. C'est ce qu'il fait. Mais il le fait indirectement. C'est pour cela qu'il attaque le Venezuela. Qu'est-ce qu'il a? Non, au Venezuela, c'est le pétrole. Mais les mines, tout ce qu'il veut avoir là-bas, c'est ce que les Chinois ont déjà là-bas. Okay. Que ce soit à travers la Russie ou un consort, c'est la Chine. Donald Trump n'a pas peur de la Russie. D'ailleurs, il collabore très bien avec Poutine. Ils ont toujours collaboré même avant qu'il soit président. C'est pour cela même il a la facilité même de les recevoir lorsque les choses... Il a même la facilité de les gérer, mais pas avec la Chine.
Même l'Iran, c'est la même chose. Les matières stratégiques. Mais les Américains ne vont pas aller chercher les matières stratégiques en Iran. Non. Les matières stratégiques sont en Afrique et une partie en Amérique latine. Mais en Iran, ils veulent bloquer quelqu'un qui veut développer l'arme nucléaire. Ok, d'accord. Mais laissez-moi vous dire que tout ça, c'est économique. Ce n'est pas l'arme nucléaire. L'année passée, en 2025, au mois de mai, les États-Unis et l'Israël ont bombardé les centrales nucléaires en Iran avec des bombes perforantes, chirurgicales. Ils nous ont expliqué que tout était détruit. Moins d'une année après, ils reviennent en Iran pour attaquer. Non, ils ont des armes nucléaires. Donc, le concept ou la politique, la communication sur le nucléaire n'est que... Ça, c'est le soubassement. C'est pour justifier, pour prouver. On a vécu ça en Iran, avec l'Irak de Saddam Hussein. Ils ont créé une guerre que les gens ont participé, mais à la fin, Saddam Hussein est mort. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais montré aucun type là de nucléaire. Ils ont attaqué Saddam Hussein. C'est ça, en fait, ça c'est la politique internationale. Pour se couvrir, il faut avoir des arguments et quelqu'un vous soutient et vous y allez. Cette fois, si tout le monde, les gens commencent à se dire non, ça recommence, c'est la même histoire, ça aura des conséquences. Mais derrière ça, qu'est-ce qui se cache? C'est la Chine. C'est pour cela que vous avez raison de penser que ça peut se généraliser, ça peut venir en Afrique. Mais justement, laissez-moi vous dire. Là, je vais parler des États-Unis. La Chine a une autre politique. La Chine accepte la guerre avec les États-Unis, mais pas la guerre avec les armes. La guerre stratégique. La Chine ne veut pas se battre avec les armes. Pourquoi? Parce que la Chine, son argent, une grande partie de son argent est aux États-Unis. Les réserves mondiales, c'est aux États-Unis. Les réserves fédérales. La majorité des pays développés, leur argent, c'est aux États-Unis. Maintenant, ils comprennent avec les dangers. La France a commencé à retirer ses lingots d'or pour ramener ça en France. Et la Chine se retrouve avec plus de 3 000 milliards de dollars aux États-Unis. Mais qu'est-ce que les États-Unis font? Mais elle ne contribue plus, elle n'envoie plus son argent aux États-Unis. Mais justement, c'est de l'argent qui appartient à la Chine. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les guerres que les Américains poussent sur ses adversaires, en commençant par la Russie, la première chose, c'était de bloquer l'argent de la Russie. Aujourd'hui même, on est en train de prendre des dispositions pour utiliser cet argent pour vendre des armes à l'Ukraine avec l'argent de la Russie. Et la Chine sait ça que si il tire en Taïwan, il tire en Iran, partout il va tirer, la première chose, c'est des sanctions économiques, on va bloquer son argent qui se trouve là. C'est pour cela que je vous dis, il n'y aura pas cette guerre-là directement comme ça. Bientôt, après l'Iran, ça serait Taïwan. Ils vont aller faire pression là-bas. Mais moi, laissez-moi vous dire, la Chine, économiquement, est en train d'harmoniser avec Taïwan. Ils sont en train de résoudre leurs problèmes avec des accords. C'est ce qu'il faut en Afrique, c'est ce qu'il faut avec tous les pays. En fait, ils mènent une autre guerre de façon stratégique, de façon intelligente. La Chine mène la guerre au niveau des lois et des textes, au niveau des Nations Unies. La Chine est en train de prendre des garde-fous que non, si vous voulez les déplacer quelque part, il y a des référendums. Aux Nations Unies, on a certaines. Le commerce mondial, on a dit ça. Telle loi, on a dit ça. Et Donald Trump, sachant ça, il fait comme s'il n'était pas concerné. La première chose qu'il fait, il commence à se retirer de tous ces accords-là, justement, pour éviter d'être bloqué par les dispositions que la Chine encourage. La Chine a fait. C'est comme l'histoire des climats. C'est comme on a condamné la Chine qui ne respectait pas la lutte contre le climat. Mais aujourd'hui, la Chine est parmi les leaders mondiaux de la protection du climat. Plus de 50% des véhicules en Chine sont électriques. Alors que ça a commencé ailleurs, il a récupéré les textes, les lois, les dispositions, il s'est appliqué. C'est-à-dire que la Chine se prépare à cette guerre. La Chine est d'accord que c'est un affrontement, mais ça doit être économique, ça doit être intellectuel. Il ne veut pas de guerre. Mais c'est les États-Unis qui les amènent en guerre. Il appuie leurs partenaires, mais il n'apporte pas des armes pour qu'ils soient directement impliqués. Okay. Ils le font techniquement avant. Et ça, je crois qu'il n'y aura pas cette guerre-là généralisée. Non, il n'y en aura pas. Mais la guerre économique, moi, je peux dire, c'est déjà une guerre mondiale entre les États-Unis et la Chine. Coach, nous avons assisté à l'exposition des armes en Chine. Le président chinois a invité Xi Jinping, le président coréen. Voilà. Il a invité Poutine pour venir assister à cette exposition de cette démonstration de force. Et
On dit même que la Chine détient des armes qui peuvent anéantir un quart ou, je sais pas moi, du globe terrestre une fois que la Chine s'est décidée aujourd'hui d'utiliser ces armes. Mais quand vous dites que la Chine ne veut pas directement combattre ses adversaires, comment vous expliquez ça? Et ma deuxième question est de savoir comment on peut expliquer ce qui se passe en RDC, Rwanda et la rébellion par rapport à cette réalité-là. Bon, d'abord, je vais vous dire, en matière stratégique, il y a la dissuasion. Le monde appartient aux puissants. Les autres doivent subir. Mais si vous ne voulez pas subir, il faut vous mettre en position d'effort. Il faut faire peur. Macron l'a répété officiellement dernièrement dans un discours. Fait que parmi les gens qui doivent faire peur, c'est normal. La Chine, technologiquement, ils sont bien organisés, ils sont développés. Dans tous les secteurs, tout est organisé. Ils se développent. Le problème, c'est pour se protéger. C'est pour eux. Laissez-moi vous dire que même dans la spiritualité, même dans ce que j'ai fait comme pratique, même dans toutes les stratégies, la meilleure défense, ce n'est pas l'attaque. La meilleure défense, c'est la dissuasion. Sun Tzu a dit ça dans la guerre, dans l'art de la guerre. Il vaut mieux gagner sans se battre. Justement, présenter les armes, c'est pour déjà dissuader les autres. Non, faites attention, je peux vous faire du mal. Mais pourquoi est-ce que je dis que la Chine ne va pas le faire? Il n'y aura pas cette guerre-là militairement, je vous rassure. La Chine est devenue grande puissance grâce à l'économie, grâce à son peuple. Tous ceux qui se sont organisés, ils ont organisé, moi j'appelle ça une dictature solidaire. Ils se sont imposés, ils ont imposé à la population, un groupe déjà a imposé à la population un rythme et ça produit les effets. Il n'y a plus d'effets en Chine. Moi j'ai circulé dans plus de 5 villes. On ne va pas te voler. Alors j'ai circulé aussi dans des villes d'Europe, je sais ce qui se passe. En Chine, tu ne vas pas trouver un mendiant en train de quémander en route. Ça je vous dis, c'est une réalité, tu peux vérifier. C'est-à-dire qu'ils ont réussi ça, mais c'est grâce au commerce. Et ce commerce-là, ce n'est pas par rapport à eux-mêmes, parce qu'ils sont nombreux aussi, c'est déjà un business, parce que le nombre compte maintenant dans le monde. Mais surtout, avec les politiques d'ouverture à l'extérieur, parce qu'ils ont compris qu'on a produit, je prends l'exemple, vous produisez beaucoup de riz, vous êtes 1 milliard, d'accord, tout le monde mange aujourd'hui en Chine, je vous dis. Mais il y a plus de riz. Qu'est-ce que vous faites? Il faut le vendre à l'extérieur. C'est qu'ils ont modifié leur politique pour s'ouvrir au monde. En Chine, il y a une expression qui dit un chat, peu importe la couleur du chat, qu'il soit noir ou blanc, l'essentiel qu'il vous apporte, c'est que vous avez besoin. Si c'est la souris, si c'est quoi, non, qu'il pas t'attraper. La Chine, au monde, c'est gagner, vendre. C'est que la Chine a besoin de tout le monde à l'extérieur. L'essentiel que ça leur apporte, l'argent, l'économie, ça puisse prospérer. C'est qu'ils n'ont pas besoin de la guerre parce que la guerre va couper ça. Mais ils profitent aussi des effets de la guerre pour continuer à vendre. Coach, comment nous allons expliquer, je crois que les téléspectateurs sont en train, les internautes, vous avez des questions, écrivez-nous, nous allons faire revenir le coach sur plateau, parce que ici, nous sommes en train de réfléchir sur les profondeurs. On n'est pas dans le superfétatoire, on n'est pas en train de survoler, on est vraiment en train de creuser. Coach, la Chine ne perd-elle pas de l'espace en RDC? Parce que nous avons l'impression que le président Tshisekedi est plus attaché aux Américains. Je me souviens l'année en 2023, si je ne me trompe pas, 2023, il y avait même un sommet Chine-Afrique. La RDC, vous avez même participé dans ces sommets-là comme expert. Le président a donné l'air d'être plus attaché aux Chinois parce la Chine s'est ouverte pour dire que elle avait au moins 50 milliards qu'elle voulait injecter en Afrique. Et le président, via le forum, a dit, vous pouvez même vous concentrer, je me souviens, c'était le ministre Jean-Lucien Boussa qui a dit, vous pouvez même vous concentrer seulement sur la RDC et vous aurez les résultats de ce que vous cherchez. Mais pas plus d'un an, le président
bascule vers les États-Unis. Comment, vous, en tant qu'expert, vous pouvez nous expliquer ces basculements de la Chine aux États-Unis, sachant que c'est une bataille qui se mène sur le sol congolais et la rébellion qui vient. Est-ce que la rébellion est du côté des États-Unis d'Amérique ou de la Chine? À vous la parole. Bon, je viens de vous le dire, et ce qui se passe au Congo, c'est entre notre parrain, la Belgique, mais la bataille, c'est les États-Unis. Mais on ne la sent pas. On non, la Belgique est toujours là. Tu ne peux rien faire au Congo du point de vue géopolitique sans passer par la Belgique. Les États-Unis cherchent les minéraux, mais ils n'ont pas la cartographie. Ils sont allés demander ça en Belgique. Je vais y arriver. Je vais parler de la Chine. Pour moi, dans ma façon d'analyser, le chef de l'État, le président Félix, n'a pas fait un revirement. Il cherche à garder le juste milieu. Justement par rapport aux exemples que je viens de vous donner des anciens présidents. Mais les opposants disent qu'il a pratiquement vendu le pays auprès de non, des États-Unis d'Amérique avec l'accord. C'est pas vrai, je vais parler de l'accord, mais laissez-moi vous dire. J'ai dit ici, les États-Unis ont une autre stratégie, les Chinois ont une autre stratégie, mais pour le même combat. Les Chinois se réfèrent au texte aujourd'hui. Ils se protègent de leurs acquis en Afrique et particulièrement au Congo par rapport au texte. C'est le commerce international, le commerce des mines est régi. Ils ont des contrats, ils ont des accords qui doivent durer autant d'années, qui sont garantis, certifiés. Et si vous perturbez ça, ok, c'est comme une parcelle. Hein. Je peux te laisser habiter, mais moi j'ai les documents, on ira un jour en justice. Ça, il ne faut pas oublier ça. C'est que les Chinois ont des acquis au Congo. Pour eux, les minéraux sont stratégiques. Pour les Américains, sont stratégiques. Les deux cherchent des minéraux. C'est que chacun utilise ses méthodes, mais ils doivent les avoir. Les Chinois sont là, les Américains sont là. Mais ils ont perdu, les Américains ont perdu trop de monopoles parce que pour le problème d'argent, il y a des sociétés américaines qui ont vendu leurs actifs aux Chinois. C'est pour ça que je vous dis que les Chinois sont premiers en matière économique aujourd'hui, je sais ce que je parle. Mais le vrai problème, c'est quoi? Pour moi, le président se protège aussi. Parce que aller loin des États-Unis, c'est tomber dans les problèmes des anciens présidents dont je parle. C'est que le problème du Congo, dès que vous vous éloignez de la Belgique et des États-Unis, vous entrez dans des problèmes. Ça, je vous garantis. Maintenant, ce n'est pas qu'ils veulent plus de la Chine. Non. Maintenant, là, tel que nous sommes, nous ne pouvons pas nous défaire de la Chine. Parce que, je vais donner un exemple parce qu'il y a des choses que les gens... Mais il y a beaucoup d'intérêts chinois qui sont menacés au Katanga, oui, mais à l'est du pays. C'est ça que je vais expliquer. En fait, nous, la RDC, nous n'avons pas de mines. Nous n'avons pas de sociétés minières. Nos propres sociétés. Je vais commencer par la GECAMI. Plus de 80% des mines de la GECAMI sont déjà dans les concessions avec des sociétés de firmes au niveau international. Avec des accords de 30 ans, 50 ans d'exploitation. Pour se défaire de ces gens-là, c'est tout un processus. Parce qu'un investisseur qui a dépensé, par exemple, 10 milliards, une société minière ne commence pas du jour au lendemain. L'exploitation seulement pour sonder, pour savoir, c'est des milliards. Et vous allez vous défaire de lui parce que vous avez un nouveau mari ou une nouvelle femme. Non, c'est vraiment très sérieux. C'est ce que je dis. Nous gagnons par les royalties, les droits de paiement. Parce que je vais donner un exemple que j'aime donner pour que ça soit simple. Hein. Si je vais citer une société, ce n'est pas une publicité. Si la Bralima exporte 1000 casiers de bière à Brazzaville, dans les statistiques du Congo, on va dire que le Congo a exporté 1000 casiers. Mais ça n'appartient pas aux Congolais, ça appartient à la Bralima. La Bralima va payer au Congo les droits et consorts. C'est ça en fait les rapports que vous attendez, le Congo exporte autant de tonnes. Non, mais ce n'est pas nos minéraux. C'est les minéraux des sociétés privées qui sont au Congo. Ça, c'est vraiment une information très capitale parce que souvent, on confond. Les parties que nous avons encore, qui ne sont pas encore cédées, en grande partie, nous n'avons pas de certification. Je vous donne une information, vous pouvez vérifier. La RDC n'a pas de certification. Je vous l'ai dit, les mines, c'est comme une parcelle. Nous avons une parcelle, mais nous n'avons pas les documents pour vendre la parcelle. Les mines se vendent avec des certificats. Il y a à peu près 3 sociétés au monde qui certifient les mines. Il y en a en Grande-Bretagne, en Australie, je crois, et en Afrique du Sud. Ok. Ce n'est pas la concession. Non, en matière de mines,
Vous savez, on a d'autres problèmes qu'on aura dans ces pays. Il y a le cadastre foncier, le cadastre minier, on aura le cadastre des eaux. On vient de voir le cadastre minier. J'ai répondu pour dire que les Chinois se sont organisés pour s'installer, mais c'est protégé par les textes. Ils ont vécu aussi l'expérience dans leur histoire avec les Anglais. Ils savent ce que c'est les textes. Les Américains ont perdu si ce terrain-là économique de s'installer comme des entreprises. Mais les Américains ont toujours été là. Le problème que nous avons avec les Rwandais, parce qu'on veut parler de la rébellion, moi je n'aime pas parler de la rébellion. C'est les Rwandais. Mais en réalité, c'est les États-Unis. Pourquoi on doit aller par 4 chemins? Donc on peut dire que les États-Unis jouent le double jeu? Non, ils ne jouent pas le double jeu. Pendant 30 ans, nos minéraux qui sortent, c'est sûr. Non, parler du Rwanda comme un problème. Non, le Rwanda, c'est un enfant du quartier qu'on l'envoie te provoquer par des grands. Parce que nous autres, nous circulons dans le monde. Parler seulement que la RDC pleure parce que le Rwanda l'a giflé. C'est même gênant que les gens ne comprennent même pas. Pour écrire même le nom du Rwanda dans la carte de l'Afrique, on doit l'écrire au Congo parce que c'est trop petit. Non, le Rwanda a des vieux du quartier derrière. Et la tête de ces vieux du quartier-là, c'est les États-Unis. Laissez-moi vous dire ça en français facile. Et c'est ce qui s'est passé pendant 30 ans. Parce que je viens de vous dire que la fin de Mobutu, de notre président Mobutu, c'était à cause des Américains. Ils se sont plus compris. Ils ont cherché qu'ils partent. Et ils ont utilisé quoi? Ils sont passés par les pays de l'Est. Et il est parti. Et les pays de l'Est ont continué à jouer leur rôle. Mais c'est comme dans les renseignements. On recrute les espions ou les gens pour trahir, que les gens qui sont blessés, les gens qui ont intérêt fondamental pour contribuer. Et c'est ce que les Américains ont fait du Rwanda. Parce qu'ils savent que les Rwandais, naturellement, ils ont intérêt de gérer la partie Est contre les Hutus. Les Hutus sont majoritaires. Il y a un génocide des Tutsis, mais les Hutus aussi sont morts. Mais ils sont encore là. C'est qu'ils savent que si on utilise les gentils, comme il est blessé parce qu'on a tué son père par tel chef, si on lui demande d'aller faire ça, il va le faire. C'est comme ça qu'on recrute les espions, c'est comme ça qu'on recrute les mercenaires, on recrute les gens qui ont intérêt d'abord naturel, avant l'argent, avant le business. Qu'est-ce que les Rwandais fait de nos coltans? Dis-moi. Les Rwandais fabriquent quoi? Des coltans. C'est un centre de transit. C'est-à-dire pendant ces 30 ans, tout a été organisé. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Mais c'est ce qui s'est fait aussi avec Lobito et... Non, ça c'est le combat de la Chine avec les États-Unis. Justement, le projet de Lobito, ce n'est pas notre projet. Je l'ai dit si je regarde la caméra. Jamais le Congo s'est mis à planifier la voie de Lobito. Il n'y a aucun document comme ça, vous pouvez vérifier. C'est un projet des Américains avec les Européens. Global Gateway. C'est leur combat avec les Chinois. Ils ne veulent plus que les minéraux sortent par l'océan Atlantique et Pacifique, de l'océan Indien. Comme ça, c'est accès facile aux Chinois, ça va aller plus facilement. Ça leur coûte plus d'argent pour les détourner. Il faut que ça sorte de l'autre côté, trouver un autre chemin. C'est pas pour nous. Nous, on n'a pas, nous, on a besoin d'argent. C'est que cette histoire ici, c'est les Américains qui nous ont mis dans ces problèmes-là, avec les problèmes de leadership, avec nos chefs. Donc, Maintenant, pour moi, le chef de l'État a compris que si je veux résoudre ces problèmes, c'est là où je félicite le président Fachi. Il faut que je m'accroche aux Américains. Justement, je voulais savoir, est-ce que la lecture, la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à tout ce que nous avons, tout ce que vous avez décrypté, est-il sur une bonne voie ou, comme les opposants disent, il est en train de balbutier, il est en train de tâtonner? Comment vous, en tant qu'expert, vous pouvez nous situer ou situer l'opinion qui nous regarde? Le choix d'aller directement vers les États-Unis, c'est un bon choix. Ça, je peux vous le confirmer parce que je viens de vous le dire, géostratégiquement dans notre pays, il faut être en bon terme avec les Belges et les Américains. Bon, derrière les Belges, on connaît, il y a les Français qu'on connaît. Moi, je préfère rester dans la géopolitique. Il y a les parrains, il y a les puissances. Maintenant, c'est la façon de négocier. Ça, je l'ai toujours dit. C'est pour ça que je parlais de l'entourage du président, des gens que nous envoyons négocier. Moi, je suis expert en négociation professionnelle. Je vais vous dire deux choses que vous allez comprendre dès le départ comment est-ce qu'on a été détourné. Nous sommes allés
Demandez aux Américains, négociez aux Américains l'échange minerai contre les armes. C'est comme ça que ce dossier a commencé. Lorsque la guerre était au point chaud, la rébellion pouvait aller plus loin. Le chef est allé négocier minerai contre les armes. C'est comme ça que ça a commencé. Mais les Américains, en tant que co-auteurs, co-organisateurs de cette scène-là, Le message subliminal que le président de la République a lancé avec le fait de porter la tenue de Mobutu. Vous êtes coach mental. Ça, c'est ma dernière question. Est-ce que ça nous annonce le changement de la Constitution pour basculer, évidemment, par la 4e République, qui sera essentiellement non démocratique? Bon, notre solution, ce n'est pas se référer au président Mobutu. Notre solution, moi, je suis pour qu'on change. Mais qu'on ne change pas pour retourner en arrière. Non. Qu'on fasse une analyse de la situation pour choisir une voie à suivre. Moi, je ne connais pas la voie, mais je veux qu'on puisse changer. Chef, le chef de l'État vous demande un conseil. Qu'est-ce que vous lui direz? Révision, changement ou réforme? Ou carrément qu'on bascule à la 4e République? Moi, j'ai réconcilié ceux qui sont réconciliables. De réunir la majorité des Congolais, y compris les gens de l'opposition. Chercher à réunir ceux qui sont en interne, même ceux qui sont à l'extérieur. Ceux qui vont refuser, là, il sera quitte. Mais il va faire ces pas-là. On n'avancera pas si on veut écouter d'une seule oreille. Il est chef de l'État de tous les Congolais. Il doit d'abord écouter tout le monde. En Afrique, on a un défaut, je vais le dire. Moi, je suis docteur en médecine. J'ai fait quand même quelques études. Mais notre problème, c'est quoi? Je vais vous donner une information. Tous les chefs d'État, tous les ministres et premiers ministres, depuis l'indépendance, la majorité des directeurs de cabinet, je regarde la caméra, sont des procès d'université. C'est eux qui rédigent tout. C'est eux qui font tout. Ça nous a mené où? Les résultats sont où? J'ai accès sur les résultats. Les résultats sont où? Même si on prend un ministre maï, son directeur du cabinet serait un procès d'université. C'est que ce qu'on reproche aux politiciens, les chefs de l'État, ce sont des procès d'université, ce sont nous les intellectuels qui menons ces pays dans des problèmes. À un moment donné, il peut aussi écouter les gens qui ne sont pas des procès d'université. C'est pour ça que je dis qu'il doit réunir tout le monde. Écouter les gens qui sont pour, qui sont contre, mais écouter en tant que père d'abord. Ça, je suis d'accord pour le dialogue. Parce que ça va nous renforcer à l'extérieur. C'est ce que je suis en train de dire. On doit se présenter unis. Il y aura toujours des brebis galées, il y aura toujours des gens qui vont refuser, qui ne vont pas croire. C'est normal, c'est aussi une liberté. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait d'abord cette intention. Après cette écoute-là, c'est comme moi je donne mon avis que notre schéma-là démocratique là ne va pas nous amener au développement. Ça, je vous garantis. Je vois nos projets ici. J'ai été le premier à dire c'est une chaîne publique, je peux même le dire sur Top Congo. Lorsque le chef de l'État a lancé Opération Kinbopeto, je suis allé sur Top Congo, j'ai dit que ça va échouer. Parce que j'ai cherché le projet, je ne l'ai pas vu. Moi, je suis expert en planification des projets. On fait inaugurer les chefs de l'État des choses qui ne sont pas planifiées. Et on ne connaît pas l'ABC, les sujets d'évaluation, ça va se passer comment? Non. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec Kinbopeto? On est allé faire inaugurer les chefs d'État le projet de Kinshasa 0 tout. D'abord, en appellation, c'est très grave. 0, là, vous savez, un indicateur objectivement vérifié, c'est-à-dire à Kinshasa, on ne peut pas voir un trou. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Je peux continuer. Les gens de changement de mentalité. Ils ont fait des campagnes ici, ils ont écrit des messages que j'ai décriés dans mon livre. Mais les projets, je les cherché, je vais m'écrire officiellement. Montrez-moi les projets. Toutes ces histoires-là que les chefs d'État inaugurent, les projets sont. Nous sommes des Congolais, on a droit aussi. Il n'y a pas de projet. Il y a des budgets. Les gens confondent les budgets, c'est pour avoir l'argent. C'est pour ça qu'on a des détournements, on a trop de problèmes. J'ai déjà expliqué. Moi, j'enseigne le processus du marché. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de projet. Il faut laisser les techniciens analyser les projets. Je vais dire ça, les directeurs des chefs de l'État doivent comprendre ce que je dis. Avant d'amener le chef d'État à aller inaugurer quelque chose, demandez au ministre, demandez au DG, demandez à la personne, au gouverneur, d'envoyer ces projets-là au cabinet. Il réunit, il y a des experts à la présidence, je suis très sûr. Qu'ils étudient les projets, il y a l'ABC des projets, c'est commun. Avant que le président aille inaugurer, il a inauguré Kinbopeto, qui change à 0 tour. Je peux citer ici, il y avait une dizaine. Aujourd'hui, ça devient des critiques. C'est à cause de nos intellectuels, de nous, qui comprenons ça. Moi, je suis pour le dialogue. Moi, je suis pour qu'après le dialogue,
si les gens sont en majorité, avec mon avis, qu'on change notre itinéraire. Et pour les changer, c'est par la loi fondamentale. Qu'on change la Constitution. Qu'on ne les change pas parce que nous sommes en guerre, parce que nous sommes contre tel, parce qu'il y a par rapport à 2 ou 3 articles. Non, moi je suis pour qu'on change par rapport au développement de la République. Le besoin du développement. Le besoin du développement, je suis d'accord parce que moi je connais nos points de faiblesse. Merci beaucoup, coach Julius Elumba. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Votre mot de la fin, avant que je chute rapidement. Le mot de la fin, je remercie d'abord les auditeurs, les gens qui nous ont suivis, qui vont nous suivre et leurs commentaires. Je remercie les services techniques, vous également. J'aimerais que les Congolais puissent garder l'esprit patriotique. C'est la seule solution qui peut nous amener de l'avant. De deux, que nous puissions être aussi positifs. C'est même pour ça que j'ai écrit ce livre-là, Langage axé sur le positif. Lorsque nous parlons négativement, que ce soit de nous-mêmes, que ce soit des autres, ça ne peut produire que les négatifs. Lorsque nous faisons les gestes négatifs, je l'ai démontré dans ce livre-là, les gestes que nous faisons, on nous tire, on ne parle pas. Mais nous avons aggravé ça aboutit à quoi? On continue à tuer et on continue à ne pas parler. Non. L'esprit a ses fonctionnalités, trouver les experts. Le langage, c'est une force. Dieu a créé ce monde par le langage. Le langage, c'est une énergie. Les langages sont des choses. Jacob a été béni, il a reçu les richesses verbalement. Son père a dit à son frère que non, je lui ai tout donné. C'est dans la Bible. Il lui a donné comment? 1000 documents. Je termine par là. Soyons positifs, soyons patriotes. C'est-à-dire que les intérêts individualistes, des groupuscules, des clans, des tribus, ce n'est pas intéressant. Ça ne va pas nous évoluer. C'est pour ça qu'on est dans des problèmes. Si nous voulons aller de l'avant, il n'y a que le patriotisme qui peut nous aider, il n'y a que l'esprit positif qui peut nous aider. Voilà ma partie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers internautes. Ce sont les derniers mots du coach Julius Elumba qui nous a décrypté l'actualité internationale, nationale et même les enjeux à venir, tout en nous explicitant ce qu'il faut faire en interne pour survivre à cette nouvelle configuration internationale ou configuration de nouvel ordre mondial. Je suis très ravi de vous avoir sur nos antennes. Continuez à vous abonner et surtout, écrivez-nous, commentez, posez des questions. Je crois qu'on va faire revenir encore le coach pour que nous puissions réfléchir sur d'autres questions qui seront d'actualité. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au cœur de la ville de Kinshasa, le prestigieux hôtel New Pacific a ouvert officiellement ses portes dans une cérémonie inaugurale. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique.